Bienvenue sur Apprendre ou pas, le podcast décousu de fil blanc qui parle des apprentissages de la vie. C'est parti pour notre 6e épisode dont le sujet a été proposé par Anaïs et qui s'intitule « Apprendre à écouter ou pas ». Et pour démarrer ce sujet, comme d'habitude, allons voir dans le dictionnaire quelles sont nos définitions. Donc chez Larousse, écouter, c'est être attentif à un bruit, un son, de la musique, etc. Les entendre volontairement. J'aime bien cette notion de volontairement pour dissocier le fait que entendre est une action involontaire et peut-être qu'au cours de la discussion, on pourra notamment parler des réflexes archaïques et des mouvements involontaires que le corps fait, notamment chez les petits quand ils sont en cours d'intégration et qui est à l'origine de pas mal de questionnements des parents, notamment quand les enfants entrent dans le cadre de leurs apprentissages. Exemple, écouter volontairement la maîtresse qui est en train de parler au bout de la pièce pour me montrer quelque chose au tableau alors que je suis au fond de la salle. Vous voyez le truc ? Si je reprends ensuite dans la seconde définition, parmi les 9 présentes dans le Larousse, c'est prêter attention à ce que quelqu'un dit pour l'entendre et le comprendre. Alors, prêter attention, encore une fois, comme être attentif, je ferai un petit saut ensuite pour aller voir ce que c'est dans le dictionnaire, l'attention. Là, ce qui retient mon attention à moi, c'est de dire pour entendre et comprendre. Mais c'est pas parce que je vais entendre volontairement, écouter donc, que je vais comprendre ce que l'autre est en train de raconter. Il y a une différence pour moi notable dans le fait de porter son attention à écouter quelque chose et ne pas forcément le comprendre. Et on reviendra sûrement également dans ce sujet-là sur cette notion des réflexes archaïques et de tout ce qui va être du stress corporel qui m'empêche de comprendre ce que je suis en train d'entendre et donc entendre volontairement, écouter donc. Si je vais voir du côté du Robert, ça nous dit qu'il sait s'appliquer à entendre, donc on en revient au même, prêter son attention à des bruits ou des paroles. Donc une définition assez similaire, on a toujours cette notion d'attention qui revient et de porter, là on dit prêter l'attention, je la prête au son puis on me la rend ensuite. La deuxième définition, c'est recevoir, accepter, dans le sens de recevoir des paroles et accepter. Mais je ne suis pas sûre, si je prends par exemple l'exemple, excusez-moi pour la redite, des débats politiques, il me semble qu'ils s'écoutent, mais pas pour recevoir ni accepter, mais plutôt pour recevoir pour contredire ou contre-argumenter. Si je vais voir chez le lettré, c'est intéressant, il y a une notion anatomique, on dit prêter l'oreille pour entendre, prêter son attention à ce qu'on vous dit. Et je trouve que finalement, c'est peut-être celle-ci qui me convient le mieux, dans ce sens où il y a cette oreille. Alors, quid de la surdité ou des troubles de l'audition ? Est-ce que, parmi tous les degrés d'audition qui existent chez l'être humain, il y a plus ou moins de difficultés à entendre ou écouter selon sa capacité justement auditive, au niveau vraiment physiologique de l'oreille. J'ai pas de réponse là comme ça telle qu'elle à apporter. J'imagine qu'il y a des personnes qui se sont penchées sur le sujet vraiment au niveau scientifique. Si je retourne donc ensuite dans mon dictionnaire pour avoir la définition du terme attention, chez Larousse, c'est la capacité de concentrer volontairement, on y revient, son esprit sur un objet déterminé, cette concentration elle-même. J'aime bien ce caractère volontaire qui est dans les 2 définitions. Et ce qui m'interpelle, c'est la capacité de concentrer volontairement son esprit à
alors qu'est-ce qu'on fait de notre corps? Qu'est-ce qu'on fait de nos émotions? Pareil, il y a énormément de littérature qui s'est développée sur le fait que, par exemple, si je reprends mon sujet de l'école, que les enfants entendaient mieux, écoutaient mieux, comprenaient mieux quand ils avaient une relation d'attachement sécurisante à la personne qui enseigne. Donc, est-ce qu'il s'agit que de l'esprit? Fondamentalement, j'en suis pas sûre. Mais là, dans la définition, c'est celle qu'on nous propose. Et chez Robert, c'est la concentration de l'activité mentale, donc on y revient, une autre forme de mot pour l'esprit, sur un objet. Alors c'est très vaste, sur un objet toujours. Là, on avait sur un objet déterminé, là, on a sur un objet tout, n'importe quoi, alors que on était sur les sons, etc., spécifiquement pour l'écoute. Chez le littré, on a la même définition, action de fixer l'esprit sur, de prendre garde à. Il précise pas. Et je trouve que c'est plus intéressant puisque ça veut dire qu'on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut dedans. Et alors par contre, ça m'interpelle le prendre garde parce qu'il y a un côté un petit peu, est-ce que tu peux vraiment ajouter dans ton observation si ça représente un danger ou pas? Et c'est pas mal raccord avec ce que je raconte d'habitude, c'est-à-dire que entendre, donc si on reprend cette notion-là, j'aime bien entendre volontairement, qui serait le fait d'écouter, me permet de capter si l'information qui arrive, elle a vocation à me sécuriser ou à me mettre en danger. Et dans ce cas, je vais pouvoir la traiter d'une façon ou d'une autre. Alors, si je prends ce que j'imagine dans la question d'Anaïs, c'est apprendre à écouter, entre parenthèses, les autres, à peut-être chercher plus d'empathie ou de compréhension quand une personne est en train de me livrer des paroles, et peut-être même dans des situations inconfortables. Peut-être que je me trompe, elle me le redira. Et ce que j'ai envie de poser là maintenant comme question, c'est ok, apprendre à écouter, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va nous apporter de savoir écouter? Et savoir écouter quoi? Alors, si c'est s'écouter soi, on va en revenir à ces notions que j'ai déjà partagées avec vous. C'est comment je fais pour mettre en œuvre cette auto-observation de ce qui se passe dans mon corps et d'apprendre à décoder ces signaux, ces ressentis, ces sensations. Et j'irai plus loin, je dirais apprendre à être douce avec soi, apprendre à être un bon parent pour soi. C'est des notions qui reviennent pas mal aussi en ce moment dans les univers de développement personnel, de prise de conscience. Ensuite, et apprendre à écouter soi, le corps, et puis les émotions aussi, quel signal, quel message, et les pensées. On en avait déjà discuté dans un précédent épisode. À quel moment j'arrive à faire cette petite gymnastique mentale de cette idée-là, elle vient m'interpeller sur ce besoin-là, comment je fais pour nourrir ce besoin-là. Cette notion de bon parent, elle s'attache à ça en fait, à un moment être capable, ou en tout cas en pleine disposition de ses ressources pour répondre à son besoin, ou ses besoins. Après, il y a écouter quoi? Donc soit les autres, donc dans les autres, on va mettre qui? Allez, sa sphère la plus proche, mes enfants, mon conjoint, ma conjointe, mes parents, mes grands-parents, mes amis, mes collègues de travail, si vous en avez, les personnes que vous croisez dans votre quotidien. Par exemple, je discute beaucoup avec les gens dans les magasins où je vais faire mes courses. Et quel est l'intérêt d'apprendre à écouter ces personnes? Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire qui nécessiterait de notre part de les écouter? Je vous rappelle, entendre volontairement.
est-ce qu'il n'y a pas des moments dans votre quotidien où vous faites la sourde oreille et vous n'avez pas envie d'entendre? C'est-à-dire que c'est même pas envie de porter l'attention sur ce qu'on est en train de vous raconter, mais cette envie d'un moment vous dire, et là, est-ce que je pourrais avoir un temps de silence, juste quelques instants? Il y a tellement de brouhaha autour de moi et à l'intérieur de moi, c'est un capharnaüm. Voilà, ça vous a fait du bien? Écoutez les autres, on va y revenir après. J'ai quelques idées, on les partagera et on verra s'il y en a d'autres. Et n'hésitez pas à commenter si vous en percevez d'autres. Et enfin, écoutez, dans cette notion que je perçois plus globale, que certains appellent les signes, que certains appellent les synchronicités, les coïncidences, la vie, le grand tout, l'univers, les étoiles, les dieux, les planètes, que sais-je. Cette espèce d'essence qui se trouve autour de nous, qui est de l'ordre de l'impalpable, que certains appellent la médiumnité par exemple, et l'instinct aussi parfois de se dire je sens quelque chose. Et d'être à l'écoute de ce senti. Et il n'est pas là pour le coup ni corporel, ni émotionnel, ni mental. Il est dans un autre espace. Et qui est un espace qui n'est pas forcément très palpable. Et parce que quand même en France, on a grandi dans des sphères assez cartésiennes, à moins que vous soyez d'une famille ultra branchée spiritualité, ésotérisme. Quand même, la majorité d'entre nous, à un moment, on est obligé de se justifier avec des argumentaires, avec des preuves scientifiques, avec la dernière étude de machin qui est très sérieux parce qu'il a une réputation, etc. Hein, comme j'ai pu le faire d'ailleurs là dans les épisodes précédents. Hein. Si je vous avais dit j'ai tout sorti de mon chapeau, j'ai aucune référence, peut-être que vous auriez remis en doute ce que je racontais. Et en plus de ça, ce qui est assez original, c'est que je m'attache le plus possible à organiser ce que je raconte en vous posant la question, sans vous imposer ma propre vision des choses. En tout cas, je fais de mon mieux pour ça. Donc cette écoute-là aussi, qui me semble assez dense et en même temps difficilement palpable, difficilement accessible, sans se prendre pour un fou, quoi. Ou une folle. Alors, je vais revenir sur écouter les autres, parce que c'est ce qui me semble aujourd'hui en point de mire, ce qui apparaît comme une des plus grandes difficultés de notre quotidien. Et moi, ce que je constate, quand on a envie d'apprendre à écouter, alors c'est uniquement pour des raisons intérieures, mais qui portent leur attention sur l'extérieur. C'est parfois pour aider, pour sauver l'autre. Vous avez peut-être entendu parler du triangle de Karpman, bourreau, victime, et il manque le dernier, je ne sais plus, vous irez vérifier. Sauveur. Sauver l'autre. Et je pense que parfois on a envie d'écouter l'autre pour comprendre justement ce qu'il est en train de raconter pour pouvoir lui fournir une solution. Moi, dans ce que j'ai appris jusqu'ici, et peut-être que je changerai d'avis plus tard, c'est que écouter l'autre pour le sauver, en fait, écouter l'autre dans le but de lui fournir une aide, un conseil, une solution, une orientation, c'est peine perdue. Parce que, en fait, c'est pas ce qu'il nous demande. Quand on a envie d'être écouté, quand on a envie d'être entendu, en fait, ce qu'on cherche, c'est surtout une présence, une personne qui va nous faire ressentir à un niveau, comment je qualifierais d'énergétique, qu'elle est vraiment là. Et rarement, on écoute en étant vraiment là.
souvent on écoute et on a une espèce de blabla mental qui s'installe où en fait on commente en même temps qu'on écoute la conversation de l'autre en essayant de lister un petit peu tous les commentaires qu'on va pouvoir lui faire une fois qu'on aura récupéré la parole, quand on coupe pas la parole à la personne qui n'a pas fini. Après, moi, j'avoue, j'ai une tendance à beaucoup parler et à vouloir monopoliser l'espace de parole. Et parfois, j'ai l'impression que les gens, ils s'éternisent dans leurs explications alors que j'ai compris les 5 premières minutes, quoi. Ceci étant dit, voilà. Ce que j'en perçois, c'est je veux écouter pour aider, sauver, conseiller. La seconde, ce serait pour se mettre en sécurité. Si j'apprends à écouter, alors là, les autres, et puis peut-être cette espèce de plan impalpable dont je parlais, alors je vais pouvoir rester en sécurité. Et ô combien c'est important chez les enfants, justement, si je reviens sur la notion des enfants en classe, parce que si vous êtes avec un adulte qui hurle toutes les 2 minutes « Fais attention, fais attention, fais attention à ci, fais attention à ça », imaginez le stress corporel dans lequel vous pouvez être. La tension qui vient se mettre dans les épaules, dans les bras, pouf, le corps vient se rigidifier, vient se tendre pour passer en mode de survie. Est-ce qu'il faut que je me batte ? Est-ce qu'il faut que je fuis ? Alors bien souvent, la fuite, elle va être mentale, parce qu'a priori, on ne peut pas s'enfuir de la classe. A priori, on ne peut pas taper sur l'enseignant au risque d'avoir encore plus de mise en danger. Et ça arrive, des enfants qui tapent sur leurs enseignants tellement ils sont en mode de survie, de lutte. Bon, alors ils finissent généralement par se faire mettre à la porte, puisqu'on n'a pas d'autre solution et qu'on n'a pas forcément cette prise en considération que sa réaction est due à ce mode de survie. Et ensuite, on a le figement. Alors ça va être tous ces enfants qui sont dans un encéphalogramme plat, si j'ai envie de prendre cette image, ils sont là mais ils sont pas là, quoi. Là, il n'y a plus le son, il n'y a plus l'image, je suis devenue une espèce de gelée et j'attends que ça se passe, que ça se termine et que je puisse revenir dans la vie. Donc je pense que cette capacité à l'écoute, elle a beaucoup d'intérêt dans notre mode de survie, dans notre besoin de se mettre en sécurité. Et si je ne ressens pas cette sécurité, je vais avoir tendance à plonger dans l'hypervigilance, donc à être tout le temps aux aguets de ce qui se passe dans mon environnement visuel, dans ce qui se passe dans mon environnement auditif. Si vous voulez constater, c'est souvent les gens qui sursautent. Vous arrivez, vous avez fait du bruit, ils vous ont pas entendu et ouf, d'un coup ils sursautent en fait. Ensuite, dans une notion un peu plus large, écouter les autres, c'est apprendre à se connaître, apprendre à découvrir son propre langage. Si je prends par exemple dans les références, il y a Les langages de l'amour de Gary Chapman. Je vous conseille cette lecture, elle est très intéressante pour un peu découvrir nos enjeux relationnels intérieurs qu'on a plus ou moins acquis pendant l'enfance. Et rien de mieux que d'écouter les autres autour de nous pour apprendre à nous situer, pour pouvoir voir dans quelle nuance nous on se trouve. Que ce soit sur les modes vestimentaires, les modes alimentaires, comme dans l'épisode précédent, ou les modes d'activité, de mouvement, ma création de pensée, mon avis sur telle ou telle chose, etc. Et sans chercher à être en comparaison avec l'autre, parce que c'est pas mon sujet, c'est vraiment cette notion de qu'est-ce que l'autre va pouvoir m'apprendre sur moi. Et on en revient à cette notion de écouter, apprendre à écouter, ça va nous permettre d'apprendre. Vous allez pouvoir apprendre à décoder le langage d'un bébé, par exemple, si je reparle de la communication connectée. Vous allez pouvoir vous mettre dans un podcast ou dans une émission ou dans des reportages, peu importe. Mais l'idée, c'est qu'à un moment, écouter, ça va nous permettre de recueillir de l'information. Et là,
pour recueillir de l'information, je voudrais faire une petite parenthèse sur les petits, puisque de 0 à 3 ans ou 0 à 7 ans, je ne sais plus, les fans de Montessori me rediront sur ce sujet. Elle a développé la notion de l'esprit absorbant, qui est qu'en fait, jusqu'à un certain âge, alors qui est relié à une fonction physiologique du corps, le cerveau du bébé va enregistrer la totalité des informations qu'il va recevoir dans son environnement. Ce qui fait que, par exemple, si vous êtes un adulte parlant et parlant beaucoup, avec une grande richesse de vocabulaire, votre bébé va fonctionner un petit peu comme un ordinateur et va enregistrer tous les mots que vous allez prononcer dans son environnement proche. Et alors, pas que les mots, hein. Il va enregistrer vos actions, il va enregistrer vos comportements, il va enregistrer vos façons de fonctionner, il va enregistrer bien sûr tout ce qu'il voit autour de lui, tout ce qu'il goûte, tout ce qu'il sent, tout ce qu'il ressent. Hein, il est multisensoriel, le bébé, il n'est pas que auditif. Et en fait, cet esprit absorbant, il est hyper intéressant parce que quelque part, il formate, il fait un pré-formatage du cerveau. Là, je vous inviterai sur ce sujet-là à aller consulter la biologie des croyances de Bruce Lipton, qui est hyper intéressante, justement aussi sur cette notion de l'esprit absorbant, puisqu'on absorbe sans tri. Hein. Et le bébé, il se dit pas, ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il prend. Donc on écoute pour absorber de l'information et quelque part la faire fonctionner dans notre système. Ensuite, moi ce que je perçois aussi dans le fait d'écouter, c'est qu'on cherche à se transformer, à guérir ou à voyager. Que ça nous permet de vivre parfois dans des mondes imaginaires. Si par exemple j'écoute des histoires contées, des reportages sur des cultures différentes de la mienne, ou quand je me mets plutôt dans des démarches un petit peu pareil, thérapeutiques, spirituelles, etc., où vous allez avoir l'hypnose par exemple, qui va permettre de transformer justement ce que mon esprit a absorbé quand j'étais enfant pour reprogrammer certains programmes obsolètes. Et là-dessus, l'hypnose, qui va passer par l'écoute, qui va passer par un format de parole spécifique, va me permettre d'accéder à cette reprogrammation. Sur ces sujets-là, je vous conseille vivement le travail de Laurence Dudek, qui est une femme assez incroyable de mon point de vue, qui est axée sur l'enfance et tout ce qu'on pourrait faire de merveilleux si on mettait toute notre attention sur l'accompagnement de l'enfant, avec amour, avec douceur, avec compréhension. Et je trouve que son travail est vraiment exceptionnel et je la remercie d'exister régulièrement. Sur cet apprentissage pour écouter, si j'en reviens à cette notion de s'écouter soi, s'écouter les autres, moi ce que j'ai pu apprendre, c'est que ça passe toujours par nous en premier. À un moment, si j'apprends pas à m'écouter, à me reconnaître dans toutes mes dimensions, toujours, corps, pensée, émotion, mais alors comment je vais faire pour comprendre l'autre, pour reconnaître l'autre dans ce qu'il est en train d'exprimer? Ça me semble très complexe aujourd'hui, parce que en fait, je vais faire des interprétations de ce que je constate, de ce que j'entends, mais toujours en regard de ce que je ressens au fond de moi, en fait, de ce qui est en moi. Si j'ai un naturel joyeux, doux, aimant, très dans la compréhension, vous voyez, prenez une image là d'une personne que vous admirez, qui vous semble très à l'aise dans ce rapport à l'autre, eh bien, peut-être qu'effectivement, c'est plus facile d'écouter. Et encore, je suis pas sûre. Si vous êtes d'un naturel anxieux, ou si vous êtes d'un naturel, comment on dit, pessimiste, bien, peut-être que ce que vous allez écouter, ça va vous catastropher, et qu'en fait, ça va vous faire perdre vos moyens,
et que en fait vous allez créer encore plus de conflits ou d'inconfort chez la personne que vous étiez en train d'écouter, alors que peut-être au départ vous étiez à son écoute pour pouvoir l'aider. Vous voyez ? Donc ça me semble vraiment important, cette notion d'un moment, apprendre à s'écouter soi, pour ensuite apprendre à écouter l'autre. Et pour apprendre à s'écouter soi, alors je ne vous conseillerais jamais trop d'aller faire du brain gym, d'aller expérimenter dans les stages d'éducation kinesthésique, qui pour moi sont des pépites de révélation de tout ce qui se joue en nous avec une grande douceur, puisque on s'accueille, on s'aime, on se reconnaît. Et aussi des outils comme la communication intégrée, la communication non violente, la communication bienfaisante, la communication efficace. Maintenant, il y a plein de termes qui se sont développés autour de ce sujet-là. Moi, je vous orienterai vers les travaux de Gary Marshall qui a fait émerger cette notion, j'ai ce sentiment-là en tout cas, auprès du grand public. Et particulièrement si vous êtes parent, d'aller jeter un œil sur le matériel pédagogique, si je peux dire comme ça, de Apprenti Girafe, qui reprend en fait ces notions de la communication non violente. Et dans la communication non violente, vous allez avoir aussi bien l'identification des émotions. Alors moi, nommer les émotions, c'est une chose avec laquelle je suis pas forcément le plus à l'aise. Mais effectivement, parfois c'est intéressant de le faire. Et ensuite, par contre, aller nommer les besoins. Et ça, je pense que c'est notre prochaine étape. Être pleinement conscient de nous-mêmes pour pouvoir accéder à notre besoin. Et pour pouvoir accéder aux ressources qui nous permettent de nourrir le besoin. Si je reviens sur mon histoire des enfants qui peinent à être attentifs, donc on va avoir d'abord toute la sécurité corporelle qui va être en jeu et ces fameux réflexes archaïques dont je vous ai parlé tout au début. Si à un moment mon réflexe il n'est pas intégré correctement, alors je ne peux pas faire une action volontairement. C'est trop compliqué. Mon corps est en train de gérer tout un tas de choses par lui-même qui m'échappent complètement, qui sont hors de mon contrôle. Et donc, en fait, je suis en train d'essayer de négocier avec moi-même, avec mon corps, qui cherche à me protéger, mais quand même, qu'il m'obéisse. Et en fait, pendant tout ce temps-là où je suis en train de me contraindre pour pouvoir me contrôler, alors je ne peux pas être dans une démarche volontaire, parce que j'en ai pas la capacité. Donc n'hésitez pas à aller consulter des accompagnants pour, alors aussi bien en éduca que en réflexe archaïque directement, pour intégrer ça. Sachez que ça ne concerne pas que les enfants. Certains adultes également ont des réflexes actifs qui peuvent être très dérangeants dans la vie au quotidien, pour des activités par exemple qui créent un très grand stress chez eux et qui les bloquent complètement. Donc c'est important à un moment de pouvoir se reconnaître à cet endroit-là aussi, de se dire tiens, là c'est marrant, mais en fait mon action volontaire, elle peut pas se mettre en place. Il y a quelque chose qui coince. Qu'est-ce que c'est cette chose qui coince ? Et écouter l'autre, ça permet aussi de pouvoir lire entre les lignes, si je peux dire. C'est que parfois, je prends souvent l'exemple des mamans sur le fais attention assis, mets ton manteau, tu vas attraper froid, qui ne fonctionne pas, on le fait depuis toujours et pourtant ça fonctionne toujours pas. À moins de forcer violemment son enfant à mettre son manteau, la plupart du temps, en fait, lui, il est dans son truc et son manteau, c'est pas sa priorité. Eh bien, avec le recul, on arrive à prendre... Alors, pour un enfant, écouter son parent sur ces sujets-là, ça lui prendra peut-être du temps, sauf si vous êtes dans l'accompagnement pour lui expliquer. Et là, ça va être un dialogue qui va changer, c'est-à-dire qu'au lieu de lui dire « fais attention, prends ton manteau », vous allez pouvoir lui dire, par exemple... Je suis inquiète à l'idée que tu attrapes froid. Est-ce que tu peux mettre ton manteau, par exemple ? C'est une proposition, il y en a mille autres.
lire entre les lignes, c'est ça. C'est est-ce que quand quelqu'un me parle, j'arrive à comprendre que peut-être en fait, même si ses paroles sont franchement désagréables, en réalité, il n'est pas mal intentionné. En réalité, il n'est pas malveillant. En réalité, il est juste dans son insécurité à lui et il me transmet en fait le message tel qu'il peut le faire. Il n'a pas d'autre option à ce moment-là à sa disposition. Est-ce que moi je suis capable d'écouter qu'il n'a pas d'autres options à ce moment-là et qu'il ne sait pas faire autrement? Est-ce que j'ai ce choix volontaire à disposition de me dire je fais la traduction par moi-même? Parfois ça peut être fatigant de faire la traduction pour tout le monde et parfois on a juste envie de réagir avec nos vieux fonctionnements quand on se met en route dans ces démarches-là. Et là, quid de l'écoute intérieure, de la pause qu'on ne sait pas accorder avant d'être en surchauffe, de toujours faire la traduction pour tout le monde, de toujours être dans la bienveillance pour les autres, mais à quel moment j'ai pas oublié d'être un peu plus en bienveillance pour moi, si j'arrive à ce point de fatigue, de surchauffe, c'est bon, j'ai plus envie de faire la traduction pour tout le monde. Donc pour conclure, ce qui me semble essentiel pour apprendre à s'écouter, c'est déjà de commencer par soi. Moi le premier, être dans cet accueil de moi-même, dans cette acceptation de moi, d'être un bon parent pour moi et de pouvoir identifier tout ce que je suis en train de vivre, de ressentir dans toutes mes dimensions, pour ensuite pouvoir porter pleinement et volontairement cette attention vers l'autre ou vers la situation et pourquoi pas plus globalement autour de moi. Je vous inviterai à faire une expérience pour les prochains jours avant de parler à quelqu'un. Faites un blanc de 30 secondes dans la conversation pour voir tout ce qui émerge en vous de confort ou d'inconfort et tout ce qui émerge en l'autre de confort ou d'inconfort. Et voyez où vous mène l'expérience. À bientôt! Merci pour votre écoute, j'espère que vous vous posez plein de questions et que vous avez trouvé vos propres réponses. N'hésitez pas à envoyer des suggestions de thèmes ou des commentaires et à bientôt pour un prochain épisode, ou pas!